Merci, Monsieur le Président. Je tiens aussi à remercier le comité d'organisation de la STGO de m'avoir invité à cette matinée destinée aux grossesses GMLR et à la médecine fœtale. Et on m'a proposé de vous présenter notre expérience tunisienne dans la prise en charge des gestes in utero. Donc, je commence déjà. Il y a deux façons de faire les gestes in utero, soit sous contrôle fétoscopique, soit sous contrôle échographique. Déjà, sous fétoscopie, en tête de liste, on trouve les complications spécifiques des grossesses monocoriales, le STT, le TAPS, le TRAP, le retard sélectif. Certaines uropathies obstructives, telles que les urétérocèles et les valves de l'urètre postérieur, peuvent aussi être prises en charge sous contrôle obstructif. L'hernie de la coupole diaphragmatique avec la mise en place du plug ou du ballonnet intratrachéal. Sous contrôle échographique, on retrouve encore une fois certaines complications des grossesses monocoriales, à savoir le retard sélectif et le TRAP, les transfusions in utero et les shunts féto-amniotiques. Donc, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant en Tunisie, sous fétoscopie, le traitement du syndrome transfuseur-transfusé et le retard de croissance sélectif, et toutes les autres pathologies dont je viens de vous parler sous contrôle échographique. Et c'est ce qui va faire l'objet de cette présentation. Donc, je commence par le syndrome transfuseur-transfusé. Dr Perrotin vous a déjà bien expliqué la physiopathologie qui est due à la présence d'anastomoses artério-veineuses essentiellement. Donc là, nous avons une vue fétoscopique de ces anastomoses. Je rappelle rapidement que les monocoriales se voient dans un peu plus de 2 pour 1000 grossesses, qu'elles sont sujettes à des complications spécifiques, notamment le syndrome transfuseur-transfusé. En Tunisie, où on fait à peu près 200 000 accouchements par an, ce qui expose à toutes complications confondues aux alentours de 150 cas et une cinquantaine de syndromes transfuseur-transfusé par an. Dans le monde, la première fétoscopie a été faite dans les années 90. Et depuis, toutes les études randomisées multicentriques ont conclu à la nette supériorité de la photocoagulation au laser selon la technique idéalement de Solomon. Pour le stade 1, c'est encore la question est encore posée. On ne sait pas encore s'il faut traiter ou pas. Donc, je commence à présenter notre série tunisienne. Donc, nous avons traité 6 patientes pour syndrome transfuseur-transfusé, un cas au stade 1. À 19 semaines d'aménorrhée et l'indication de l'intervention était la présence de signes de surcharge droite chez le receveur. 3 patientes au stade 2 à 19 plus 3, 19 plus 5 et 21 semaines plus 6 jours. Et 2 patientes au stade 3 à 24 semaines et 22 semaines 1 jour. L'intervention se déroule au bloc opératoire dans des conditions strictes d'asepsie, sous rachis-anesthésie. Je n'ai pas de pointeur, bon, ça ne marche pas, mais vraiment sous contrôle échographique, c'est un couple fétoscopie-échographie. Le laser, Dr Perrotin vous en a parlé. Donc, le fétoscope, c'est un fétoscope 2 mm qu'on utilise dans le service avec 2 chemises, une chemise droite pour les placentas postérieures et une chemise courbe avec un angle à peu près de 30 degrés pour les placentas antérieures. Donc, vidéo s'il vous plaît. L'insertion du trocar se fait en fonction du placenta et de l'équateur. Donc, on va repérer d'abord l'insertion du premier fœtus, du donneur, qui se fait à ce niveau. On parcourt la plaque coriale. Là, on est dans la poche du receveur pour arriver à l'insertion cordonale du deuxième fœtus. L'équateur, c'est la ligne perpendiculaire à la droite qui relie les 2 insertions placentaires. Et nous allons introduire notre trocar de façon perpendiculaire, orthogonale à l'équateur, comme suit. Vidéo s'il vous plaît. Donc, l'introduction du fétoscope se fait encore sous contrôle échographique. On va aller vers l'insertion cordonale pour repérer l'équateur. J'ai pas de pointeur. Donc, c'est la ligne, la membrane interamniotique. Et nous allons, en un premier temps, qui est l'inspection, parcourir cette membrane d'une part à l'autre du placenta pour repérer justement ces vaisseaux qui vont la traverser. Donc, le principe est que ces vaisseaux, ils partent d'un fœtus vers l'autre, et donc c'est des anastomoses, et on va les coaguler de proche en proche. C'est la technique de Solomon. Donc, on maintient la pédale, le pulse jusqu'à blanchiment du vaisseau, ce qui témoigne de la coagulation et l'interruption de la circulation. Donc, on va terminer de proche en proche, on avance. Il y a des petits vaisseaux faits comme ceux qu'on voit là qui ne sont pas vraiment responsables du syndrome transfuseur-transfusé, mais si on ne les coagule pas à long terme, ils vont permettre un passage à faible débit mais chronique de sang et responsable de complications assez tardives, à savoir le TAPS. Donc il faut les coaguler aussi. Et voilà.
Donc on termine d'avancer jusqu'à la fin du placenta. Et bon, idéalement, on peut revenir à un troisième passage pour vérifier que tout a été coagulé. Donc là, c'était la technique de Solomon. L'autre technique, c'est la coagulation des anastomoses. Vidéo, s'il vous plaît. La coagulation sélective des anastomoses, donc on va parcourir la plaque oriale à la recherche des anastomoses. On voit ce vaisseau qui vient de la poche où on est, c'est-à-dire la poche du receveur, qui se bifurque et qui va entrer en contact, s'anastomoser avec un autre vaisseau qui vient de la poche du fœtus, de l'autre fœtus et donc du donneur. Et c'est bien une anastomose artério-veineuse et on va aller la coaguler au niveau de l'anastomose exactement. Donc c'est le même principe, hein. On repère les anastomoses. On appuie sur la pédale, on attend le blanchiment du vaisseau qui témoigne de l'interruption du flux sanguin. Voilà. Donc, sur les 6 patientes qu'on a prises en charge, on a eu 7 naissances vivantes sur 10. La 6e patiente, elle est encore enceinte à 33 semaines, 3 jours aujourd'hui. Les 2 fœtus sont vivants. Nous avons réalisé une IRM cérébrale fétale à tous les fœtus survivants et aucune lésion cérébrale n'a été observée. Donc là, je vous montre un placenta, c'est la 2e patiente qui a été adressée par Dr Bibi de Sousse. Donc nous avons récupéré le placenta après la naissance et le placenta avant injection et après injection au niveau vert et jaune, c'est les 2 veines, rouge et bleu, c'est les 2 artères. Et si vous voyez les petites zones blanches, ça correspond à de l'ischémie sous-coriale qui est due justement à l'absence de vascularisation, l'interruption du flux, justement due au laser. Donc là, c'est un schéma qui rapporte globalement les résultats des différentes, des résultats en fonction des différents stades. Donc je sais qu'on ne peut pas conclure à partir de 6 cas, mais on retrouve à peu près nos résultats qui rejoignent à peu près ce qui a été décrit dans la littérature. Deuxième pathologie prise en charge sous fœtoscopie, c'est le retard de croissance sélectif, qui est défini déjà par un retard de croissance et une discordance entre les 2 fœtus selon les séries supérieures à 20 ou 25%. À côté des anastomoses, le retard de croissance sélectif est dû à la notion de territoire placentaire, un partage inégal de territoire placentaire entre les 2 fœtus. On a généralement une insertion vélamenteuse, comme on voit là sur la photo, ou marginale du cordon. Et selon le flux diastolique au niveau de l'artère ombilicale, Grattakos a décrit 3 types de retard sélectif. Le type 1 avec une diastole constamment positive, le type 2 avec une diastole constamment négative, et le type 3 où la diastole est initialement positive, elle s'annule, elle se négative, puis elle se réannule, se repositive, et c'est un flux à peu près sinusoïdal. Donc la prise en charge des retards sélectifs dépend du type. Le type 1, généralement, c'est l'expectative et la surveillance. Les types 2 ou 3 et 3 en fonction de la sévérité, de l'importance du retard de croissance, soit la surveillance très, très rapprochée, soit c'est la prise en charge. Et cette prise en charge, généralement, c'est le féticide sélectif. On va aller interrompre la circulation en coagulant le cordon du petit fœtus. Bien sûr, ça ne va pas le traiter, mais ça va éviter l'exsanguination de son co-jumeau en cas de mort fétale. C'est une intervention qu'on propose aux patientes qui n'est pas très souvent acceptée, qui est difficile à être acceptée. Donc, comme alternative, on peut proposer une bicorionisation, qui n'a pas pour objectif, comme pour le STT, de traiter le retard sélectif, mais de séparer complètement les deux circulations, de transformer ce placenta monocorial en un placenta bicorial et d'éviter les complications en cas de mort fétale du petit jumeau. Donc, dans ce cadre, nous avons pris en charge 2 patientes qui n'ont pas souhaité d'interruption sélective de grossesse d'emblée. Et l'évolution était marquée par le décès du petit jumeau, comme c'était prévisible. Je passe au geste réalisé sous contrôle échographique et nous retrouvons notre 3e cas de retard de croissance sélectif. Cette patiente avait accepté l'interruption sélective de grossesse devant un retard très sévère inférieur au 3e percentile et l'apparition déjà à 20 semaines de signes de souffrance neurologique. Vidéo s'il vous plaît. Donc la coagulation du cordon se fait sous contrôle échographique continu à l'aide de la pince bipolaire. Vidéo. Donc on peut commencer par une amio-infuse. Voilà.
Donc on va aller, cette fois on passe dans la poche du fœtus, généralement le petit, celui qu'on va interrompre bien sûr. Donc sous contrôle échographique, on repère le cordon. On fait une petite traction pour vérifier qu'on a bien attrapé le cordon. C'est du courant bipolaire, 20-30 watts de puissance. On augmente par des paliers de 5-10. La coagulation est marquée par l'apparition des petites bulles, comme vous avez vu. On maintient 1 à 2 minutes, vraiment pour être sûr que ça a été bien coagulé. On vérifie bien l'absence du flux à la fin de l'intervention. Donc, il est là bien établi que l'interruption sélective de grossesse, c'est pas le traitement, parce qu'encore une fois, on ne traite pas, mais c'est la conduite à tenir dans la prise en charge du retard sélectif de type 2 ou 3, avec de très bons résultats. Deuxième intervention faite sous contrôle échographique, c'est le TRAP. Donc le TRAP, comme ça a été expliqué par Dr Perrotin, c'est l'existence d'une masse mésenchymateuse qu'on appelle fœtus acardiaque, mais c'est pas vraiment c'est pas vraiment juste parce qu'on peut avoir un cœur mal formé. Le TRAP est défini par la présence d'une anastomose artério-artérielle entre un fœtus sain et cette masse. Et l'évolution naturelle se fait vers l'insuffisance rénale du fœtus sain, puisque son cœur devra pomper, devra travailler pour deux. Et la seule thérapeutique, la seule prise en charge, c'est d'aller interrompre cette anastomose. Donc, de même que pour le retard sélectif, on fait ça sous contrôle échographique. C'est exactement le même principe. Sauf que généralement le cordon du TRAP il est très court, donc c'est un peu plus difficile. On peut s'aider par le Doppler comme on voit sur la petite vidéo en haut de l'écran. Et sinon c'est le même principe, c'est les mêmes étapes que pour le retard sélectif. Donc dans ce cadre, nous avons pris en charge 2 patientes. Cette première patiente a été adressée par Dr Benhamoud à l'hôpital Charles-Nicolle. L'intervention s'est bien passée, elle a rompu ses membranes à 31+6, le nouveau-né a passé 1 semaine en réanimation, il est sorti en bon état. Deuxième patiente, elle a été vue à 22 semaines, elle a été césarisée à 38 semaines et il va bien aussi le bébé. Et là sur sur l'image de gauche, on voit l'anastomose et à droite c'est le fœtus malformé acardiaque. Troisième intervention sous contrôle échographique, les shunts fœto-amniotiques. Et là, je remercie Dr Shelley. Je vous présente une patiente qui a été prise en charge au centre de maternité au service A. C'est une patiente âgée de 29 ans, une primipare, qui a été vue dès 19 semaines pour un épanchement thoracique gauche compressif. Tout le reste de l'échographie était normal, le bilan étiologique était négatif. Elle a eu des ponctions évacuatrices avec échec et récidive de l'épanchement, puisque bien sûr le traitement n'est pas les évacuations itératives, mais c'est la mise en place d'un drain thoracique pour permettre un drainage continu. Donc ce drainage se fait grâce à ce petit drain qui a une forme en queue de cochon, 2 boucles avec une mémoire de forme qui sont opposées. Donc l'intervention se déroule sous contrôle échographique, bien sûr toujours au bloc opératoire, sous conditions strictes d'asepsie, vidéo s'il vous plaît. Donc on se repère sous échographie, on évite de passer à travers le placenta. Idéalement, une analgésie fétale est faite. Donc là, le drain sera mis au niveau du dos. Bien sûr, ça dépend de la présentation du fœtus, on est souvent gêné, mais idéalement au niveau du dos pour éviter qu'il l'arrache si on le met au niveau de la face antérieure. On va passer soit sur une coupe axiale ou transversale, derrière l'omoplate, au niveau d'un espace intercostal. Ça nécessite la présence de 2 opérateurs et vraiment une bonne coordination entre les 2 opérateurs. Donc le drain, il est monté, il est monté sur une aiguille. Donc le premier opérateur, il va introduire l'aiguille au niveau du thorax, comme on voit là. Ensuite, il y a un petit poussoir que le deuxième opérateur va pousser progressivement alors que le premier opérateur retire le guide. Donc là, on voit la première boucle qui est relarguée au niveau du thorax. Le premier opérateur continue à retirer le drain, très bien, comme le pointeur ne marche pas, et pour libérer la deuxième boucle au niveau de la cavité amniotique. Pardon. Ça met quand même quelques temps. Dans ce cas, ça a mis à peu près 5 semaines pour la résorption totale de l'épanchement thoracique. Donc là, c'est à la naissance. Elle a accouché à 37 semaines par césarienne. On voit le drain qui est encore juste sous l'omoplate, sous l'épaule. Maintenant, il a 4 mois, il va super bien et les parents ils sont super contents.
Je termine par la transfusion in utero. L'indication, bien sûr, c'est l'anémie fétale, quelle qu'en soit l'étiologie. Donc là, quand le placenta est antérieur, l'abord il est facile, on va repérer la veine sous contrôle échographique. On transfuse par du sang O négatif, même phénotype que la mère, des leucocytés irradiées, CMV négatif, toute sérologie négative. Et pour les résultats, je rapporte la série de mon collègue Dr Zied Kamoun. C'est une série sur 5 ans, de 2012 à 2017. Toutes les indications étaient des alloimmunisations Rhésus. Il a fait 32 transfusions chez 13 fœtus et 10 patientes, donc une à 6 transfusions par patiente qui se sont déroulées entre 17 et 33 semaines d'aménorrhée, ce qui a abouti à 9 naissances vivantes. Les termes variaient entre 28 et 37 semaines d'aménorrhée, 2 échecs avec des décès à 17 et 18 semaines d'aménorrhée et un décès pertransfusionnel. Un bébé avec des lésions neurologiques, en fait, une ventriculomégalie a été spontanément résolutive, a été observée à 20 semaines. Les parents n'avaient pas souhaité d'IRM ni d'interruption de la grossesse. Donc voilà, en médecine fétale, maintenant, nous sommes passés du stade de diagnostic au stade thérapeutique, comme le dit le Dr Haddad. On redonne de l'espoir à des parents, à des fœtus qui étaient à des pathologies qui étaient vouées autrefois à la mort fétale ou à l'interruption médicale de la grossesse. Et bien sûr, tout cela n'aurait pas pu se faire sans une collaboration entre les différents praticiens, les différents centres qui font du diagnostic anténatal et de la médecine fétale. Avant de finir, je tiens à remercier toute l'équipe médicale et paramédicale de l'hôpital Aziza Othmane, tous les collègues qui m'ont fait confiance, qui m'ont adressé leurs patientes pour prise en charge, Dr Shelley et Dr Kamoun d'avoir bien voulu me passer leur expérience pour la partager avec vous, et je vous remercie.